Bonjour à toutes et à tous. L'été prochain se déroulera la 17e édition des Journées mondiales de la jeunesse qui accueilleront des jeunes de tous les continents. Alors chez nous comme ailleurs, les JMJ, comme on les appelle couramment, se préparent très activement. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les JMJ, une initiative lancée par le pape Jean-Paul II en 1986? Qu'est-ce qu'on fait aux JMJ et surtout, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux jeunes qui y participent? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux participantes ou anciennes ou futures participantes au JMJ. Anaïs Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-organisatrice des prochaines JMJ ici en Belgique, par ailleurs aussi responsable des pastorales des jeunes, de la liaison des pastorales des jeunes en Belgique. Avec nous également Céline d'Allemagne. Bonjour. Bonjour, vous aussi, vous avez participé à des JMJ et vous comptez bien y retourner cette année. Alors bienvenue à toutes les deux, on va un petit peu essayer d'en savoir plus. Mais pour nous donner un avant-goût de ces JMJ, je vous propose de découvrir en images le festival JMJ Belgium qui s'est déroulé il y a quelques semaines, les 22 et 23 octobre, à l'abbaye de Maretsu. Regardez, c'est un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Samedi matin, de nombreux jeunes se retrouvent à l'abbaye de Maretsu. Ils sont en effet plus de 1200 à participer au festival JMJ Belgium, un avant-goût aux Journées mondiales de la jeunesse. Créé en 1986 par le pape Jean-Paul II, ce grand rassemblement de jeunes se déroulera pour sa 17e édition cet été à Lisbonne, au Portugal. C'est une heureuse trouvaille de Saint Jean-Paul II de rassembler des jeunes de partout et de leur donner un boost, si vous voulez, une douche d'Esprit Saint pour les nourrir dans leur vie de foi, leur faire découvrir l'Évangile et surtout se rendre compte qu'en tant que jeunes en recherche, jeunes croyants, ils ne sont pas seuls, qu'ils sont de par le monde entier en quête du Seigneur et en quête de moyens de concrétiser cette foi. Monseigneur, êtes-vous surpris du nombre de jeunes qui sont là ce week-end? Oui, j'ai été surpris parce que quand on a lancé ce projet, il y a déjà bientôt près d'un an, on s'attendait à 250-300 personnes. Et là, ce groupe de 1250 jeunes qui sont passés par Maretsu, c'est grand, c'est beau. De nombreuses activités sont proposées. Carrefours, ateliers ou encore espaces de prière sont animés par une cinquantaine de communautés religieuses. Mais vraiment, ce projet, c'est unique. Ça fait des années qu'on rêve de faire un projet comme ça. Il y a plusieurs communautés qui proposent des festivals, mais dans leur propre communauté. Et là, c'était un vrai challenge, un vrai défi aussi, de pouvoir rassembler une cinquantaine de communautés qui vivent vraiment leur foi de manière opposée et proposer à ces communautés de rencontrer ces jeunes pour leur dire « j'existe ». N'hésite pas à venir me rencontrer. Et c'était vraiment beau parce que tout le monde a répondu positivement et les jeunes vraiment cherchent la rencontre. Donc voilà, pour moi c'était ce défi aussi pour que l'Église se remette en route et voilà, porte un témoignage dans notre société en disant on existe encore et on propose quelque chose de tout à fait normal pour les jeunes qui recherchent de la musique, de la simplicité mais aussi de la profondeur spirituelle, intellectuelle. Il y en a donc pour tous les goûts. Un tournoi du mini-foot interdiocésain motive particulièrement les plus sportifs. Ici, donc, il y a 5 diocèses qui sont représentés, donc le diocèse de Namur, de Liège, de Tournai, du Brabant wallon et de Bruxelles. Et donc ils vont s'affronter tout cet après-midi avec une finale fin de journée. Ils vont tenter de remporter la première édition de la Catobel Cup.
Et donc ça permet de créer des liens, d'avoir une cohésion dans chaque diocèse et de vivre ici un moment fort avec tous les jeunes rassemblés. Donc on sent déjà l'effervescence ici. Alors Samuel, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui à Maretsu? Alors moi je compte participer au JMJ cet été et je trouvais que c'est une superbe occasion pour rencontrer des jeunes qui allaient le faire. On peut voir l'ambiance à l'avance et réfléchir avec mes amis dans quel groupe est-ce qu'on ira. Déjà ici il y a énormément de jeunes et au JMJ il y en aura encore plus. Je trouve ça vraiment important de voir à quel point il y a autant de jeunes dans le monde qui croient comme nous parce que parfois on se sent un peu seul et là on se sent un peu réconforté dans sa foi et un peu plus puissant. Mais le festival des JMJ est également un événement musical. De nombreux groupes se succèdent sur les différentes scènes avec un programme des plus variés. Donc c'est tous des groupes qui sont chrétiens, qui vont pouvoir animer les jeunes, qui vont pouvoir prier avec eux. On dit souvent que chanter c'est prier 2 fois, donc ça nous permet de pouvoir embarquer aussi de façon chrétienne dans ces JMJ avec de la musique. On aime chanter et pour moi, il n'y a pas plus de joie que de chanter pour Jésus. Et si c'est quelque chose qu'on peut partager, vraiment faire entrer les gens dans cette joie qu'on a quand on chante le nom de Jésus, ça nous fait vraiment plaisir. Donc c'est génial parce que on peut déjà voir l'ambiance que ça va être au Portugal. Et je suis venue aussi pour revoir des amis que j'avais plus vus depuis longtemps, vu qu'on est un peu tous partout en Belgique avec les études. Donc franchement, voilà, je suis venue profiter, m'amuser, me ressourcer. Pour ceux qui ne sont jamais allés au JMJ, ce qu'on a vécu hier, c'est un peu une journée type. D'accord ? Après une courte nuit, les jeunes se retrouvent dans l'abbatiale pour la présentation officielle des différentes routes qui vont mener à Lisbonne. Une présentation suivie par une célébration en compagnie des moines de l'abbaye et des évêques francophones. Déjà, le week-end se termine. Mais pour les jeunes, rendez-vous dans quelques mois à Lisbonne. Voilà, le festival JMJ Belgium s'est terminé en beauté, mais ce n'est qu'un avant-goût donc de ce qui se passera cet été. Donc Anaïs Guérin, vous confirmez ce qui s'est passé au JMJ Belgium, c'est un petit peu ça que vont vivre aussi les jeunes au JMJ? Effectivement, c'est vraiment cet avant-goût de pouvoir proposer un événement qui mette en avant ce qu'on vivra au JMJ au Portugal l'année prochaine. Après, voilà, ça reste quelque chose de la première fois ici en Belgique et de petit parce que c'est à la fois grand pour la Belgique, 1200 jeunes, mais à la fois, il faut se rendre compte que les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en 2016 ont rassemblé 3,5 millions de jeunes. Donc voilà, c'était vraiment un avant-goût dans ce qu'on pourra vivre l'année prochaine. Donc qu'est-ce qui est proposé concrètement pendant les JMJ? C'est un voyage, ça dure plusieurs jours? C'est plus qu'un voyage, c'est vraiment comme un pèlerinage, mais je dirais joyeux et festif. Donc on a une première semaine vraiment pour se préparer, ce qu'on appelle les pré-JMJ, qui se déroulent souvent dans les diocèses au sein du pays qui accueille les JMJ. Et vraiment, cette semaine, c'est l'occasion pour le groupe de souder le groupe, de vivre des temps forts, conviviaux, mais aussi vraiment rentrer dans cette dynamique de pèlerinage. Et puis cette semaine JMJ en tant que telle, qui aura lieu donc à Lisbonne, dans la capitale du Portugal, c'est vraiment l'occasion de vivre là des temps plus forts, à la fois des temps vraiment festifs, avec tout un tas d'activités dans la ville, des moments aussi très spirituels avec des prières et des temps de catéchèse, d'enseignement.
Et puis des temps très très forts, on va dire ça comme ça, parce que là, il y a la présence de l'Église universelle du monde, dont le pape. Et ça, c'est un événement assez extraordinaire d'avoir une messe à ciel ouvert, parce qu'il n'y a pas de lieux qui peuvent accueillir 3,5 millions de jeunes à la fois. Et donc, c'est assez impressionnant comme ambiance, état d'esprit et un programme assez dense, du coup. Alors Céline Dallemagne, vous étiez justement au JMJ de Cracovie en 2016. Si j'ai bien calculé, vous deviez avoir 20 ans, 21 ans. À l'époque, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ces JMJ? Alors, disons que moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec un groupe de ma paroisse. Donc déjà, dans un premier temps, ça a permis de me rapprocher de certaines personnes de ma paroisse parce qu'on a préparé ça plus d'1 an à l'avance. Donc on avait fait des activités pour se préparer au JMJ. Donc déjà, avant les JMJ, ça a déjà représenté pas mal de travail. Et puis alors, sur place, ça a été, je ne vais pas dire une révélation, parce que je connaissais déjà un petit peu ma foi, etc. Je n'étais pas perdue. Mais en même temps, ça a été quand même une espèce de lumière, parce que je ne m'attendais pas à ce que j'allais vivre. On a beau se préparer au JMJ, à se dire « Ah, on va faire, il va y avoir des concerts, il va y avoir de la catéchèse, etc. » On n'est jamais vraiment préparé à aller à la messe tous les matins à 7 h, encore moins en polonais. Et je ne m'attendais pas forcément à être autant touchée par ces temps de partage, et ces temps de partage avec la population polonaise qui a vraiment été très accueillante. Donc il y a vraiment eu cette partie-là qui m'a touchée. Et puis l'après JMJ, quand on revient et qu'on se dit qu'on a vécu un moment fort et on a peur de ne pas garder cette petite lumière-là. Et moi, j'ai eu la chance de la garder au fond de moi. Et donc ça a été un long parcours et qui m'a vraiment apporté beaucoup de lumière, comme je le dis. Et donc vous diriez que ça a changé vraiment quelque chose dans votre foi? Il y a un peu un avant et un après? Voilà, il y a eu un avant et un après. Je ne vais pas dire que c'était mieux après qu'avant, je vais dire plutôt que c'était différent. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, prier tous les jours, ben, j'aimais bien ça. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de jeunes qui sont dans ma situation de se dire, ben oui, j'aime bien prier de temps en temps, etc. Mais c'est vraiment au JMJ que je me suis rendu compte que la pratique de la prière, peut-être pas de manière quotidienne, parce que c'est sûr que quand on grandit, on n'a plus vraiment le temps pour ça. Mais en tout cas, la pratique de la prière régulière, c'est au JMJ que je l'ai vraiment apprise et que j'ai vraiment appris à l'apprécier surtout. Anaïs Guérin, voilà, Céline était déjà croyante chrétienne, apparemment pratiquante puisqu'elle était en paroisse. Il y a aussi des jeunes chrétiens non pratiquants qui vont au JMJ. Oui, tout à fait. En fait, le pape Jean-Paul II a appelé ça les Journées mondiales de la jeunesse et pas les Journées mondiales de la jeunesse catholique. Donc ça, pour moi, c'est un élément très important, cette dimension universelle qui attire également des profils de jeunes qui ne sont pas du tout croyants et qui sont croyants, qui se recherchent, etc. Et donc, c'est vraiment pour tous. Je pense que c'est un vrai lieu pour se découvrir humainement et bien sûr spirituellement. Il y a cette dimension qui est très présente et qui est là pour ça aussi, pour que ces jeunes découvrent cette foi active en eux. Donc c'est vraiment pour tous ces JMJ et vraiment je le redis ici parce que tous les jeunes sont invités, c'est vraiment important. Et comment vous faites, entre guillemets, pour toucher des jeunes, voilà, parce qu'évidemment, il y a des circuits dans l'Église catholique chez nous où des jeunes, on peut les toucher. Comment vous faites pour inviter, pour dire à un jeune voilà, qui est en recherche de sens, mais viens voir au JMJ, ça pourrait t'apporter quelque chose? Je pense qu'il y a plusieurs pistes. La première, c'est un projet comme le Festival JMJ. Ça a permis ici en Belgique peut-être de toucher des jeunes un petit peu plus éloignés de la foi parce qu'il y a un copain qui a été motivé par le projet, etc. Et donc moi, j'ai pu rencontrer aussi par ce projet des jeunes que je n'avais vus nulle part ailleurs parce qu'ils ont été un petit peu embarqués dans cette ambiance. Je pense qu'il y a aussi cette dimension du monde numérique aujourd'hui, les réseaux sociaux particulièrement, qui permet de toucher un autre public de jeunes et qui peut être un moyen pour nous de les inviter dans ce genre de projet. Et puis après, je crois que notre foi, c'est une foi qui vraiment se partage et donc cette force du témoignage, pour moi, ça peut vraiment aussi toucher un jeune qui se dit « mais c'est fou de voir 1200 jeunes, l'ambiance était
vraiment extraordinaire, d'une bienveillance assez incroyable pendant un week-end. Et du coup, je crois que ça peut vraiment toucher un jeune qui est loin de la foi ou qui ne l'a pas, en disant mais pourquoi ces gens vivent cette joie? Comment c'est possible de vivre une joie intense? Et du coup, j'ose aller un petit peu sortir de ma zone de confort et tenter ces JMJ. Et souvent, ils rentrent conquis par cette joie qui est contagieuse et transmissible. Et donc, pour certains, ça peut aller jusqu'à découvrir la foi ou faire vraiment une démarche de foi? Oui, c'est vraiment chacun son chemin, mais en tout cas, moi, j'ai aussi eu dans mon entourage et dans le cadre de ma mission des forts témoignages de personnes qui ont aussi découvert sens à leur vie. Parfois, on met le mot vocation derrière. C'est pas forcément... alors oui, il y a sûrement des prêtres aujourd'hui qui m'ont témoigné d'avoir découvert ça au JMJ, mais vraiment le sens de la vocation, quel sens donner à ma vie, ça a pu faire cet effet-là de participer au JMJ. En tout cas, je pense que c'est une belle étape à vivre dans le chemin de notre jeunesse et de notre foi pour se découvrir et découvrir particulièrement notre foi. Céline d'Allemagne, donc vous étiez au JMJ, donc quelque chose que vous avez découvert là-bas. C'est aussi l'occasion finalement de rencontrer des chrétiens ou des jeunes non chrétiens d'autres pays, d'autres continents. Oui, effectivement. Quelque chose qui vous a frappé aussi? Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est la communion en fait qu'on avait tous, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue. Surtout en Pologne, c'était un petit peu compliqué parce qu'on peut maîtriser l'anglais plus ou moins, ça va. Le polonais, c'est plus compliqué, donc on avait appris rapidement les mots de base, mais on se rendait bien compte que la communication, elle devait se faire autrement, mais on arrivait quand même à tous se comprendre. Et donc ça, c'était quand même un peu frappant, et c'est quelque chose qu'on a déjà un peu vécu au festival JMJ, parce que, comme Alice l'a dit, 1250, ça paraît pas énorme par rapport au JMJ, mais pourtant pour la Belgique, c'est déjà pas mal. Et on était tous vraiment très différents. Il y en avait qui venaient plus pour le foot, il y en avait qui venaient plus pour les concerts, il y en avait qui venaient pour les stand-up. Et pourtant, tous ensemble, on a quand même réussi à se comprendre. Chacun a fait son petit programme et chacun a pu un peu se découvrir. Et donc, les JMJ, pour moi, je l'ai vécu comme ça, forcément à plus grande échelle. Et de pouvoir rencontrer plusieurs personnes de différents pays, chacun a son drapeau, c'est assez chouette. Et puis de vivre des expériences différentes avec des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées. Moi, je raconte toujours l'histoire de la dame polonaise qui m'a prise dans sa voiture parce que j'étais perdue au milieu de Cracovie. Cette personne-là, je ne l'aurais peut-être jamais rencontrée. Dans un autre contexte, je ne serais probablement pas montée dans sa voiture. Et là, on a vécu un moment de communion parce que voilà, elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Et on s'est dit pourtant, on va s'entraider. Et j'ai vraiment vécu un moment fort. Et il y a plein de petits témoignages comme ça. Et quand on en discute entre nous, entre anciens JMJistes, on se rend compte qu'on a fait des rencontres comme ça, vraiment un peu improbables, en dépassant la barrière de la langue, etc. Juste de la communion de l'Esprit Saint, en fait. Donc voilà, cette dimension interculturelle est très présente aussi. Ça permet de découvrir différentes façons de vivre une forme de spiritualité, en fait. Tout à fait, et c'est aussi l'objectif de changer de pays à chaque JMJ. Je crois que c'est une volonté aussi du pape, et particulièrement du pape François ici, de mettre en avant aussi cette dimension interculturelle et aussi que notre foi, à travers des pays ou des cultures, des traditions, se vit différemment et pourtant peut se vivre de manière dans cette unité, unité différente d'uniformité, et je pense que c'est ça qu'on a envie de partager dans ces Journées mondiales de la jeunesse. C'est vraiment une communion humaine aussi, vraiment, qui se vit là-bas. Parce que c'est orienté chrétien, on va dire, mais on peut imaginer aussi des jeunes qui ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas forcément devenir chrétiens là-bas, mais ça reste une belle expérience. Oui, tout à fait. Je crois vraiment que c'est aussi un beau témoignage d'une vie en simplicité, dans cette joie vraiment concrète et vraie, sincère de la rencontre. À chaque fois qu'on croise des jeunes dans la rue, parfois on va au-delà. J'ai souvenir de cette expérience de juste se dire son prénom. Les discussions sont vite profondes parce qu'il y a un climat de bienveillance qui est créé. Et du coup, ça, je crois que c'est un vrai témoignage pour notre société aussi, de montrer des jeunes particulièrement qui sont bien ancrés, qui sont en recherche, mais à la fois dans cette joie partagée.
Et ça, pour moi, ça dépasse notre côté catholique. Je pense que c'est vraiment cet aspect universel de témoignage à proposer. Alors, il y avait 1200 jeunes au festival JMJ Belgium. C'est pas mal, mais par rapport à la jeunesse de toute la Belgique, ça reste évidemment peu. On le sait, les jeunes ne sont pas très nombreux dans les paroisses. Comment se fait-il, j'ai envie de dire, qu'on trouve des jeunes au JMJ et qu'on ne les trouve pas peut-être dans les diocèses, dans les paroisses ou dans les communautés chrétiennes locales? Vous expliquez ça? Je pense que même nous, on était surpris du nombre. Alors c'est sûr, dans la société, quand on dit 1200, les gens nous regardent en disant c'est bien, mais pour nous, c'est assez exceptionnel. Je pense que le travail que je fais dans la coordination des différentes équipes des pastorales des jeunes, donc sur toute la partie francophone de la Belgique, depuis plusieurs années, on se rend compte que localement, il y a à la fois des forts noyaux et à la fois une pauvreté parce que le jeune manque de repères, a du mal à s'identifier à ce local parce que la Belgique est quand même un petit pays et donc un jeune, par exemple, originaire de Namur, va faire ses études à Louvain-la-Neuve et donc il perd son repère géographique et local. Et donc, je crois que la force qu'on peut proposer, nous, Pastorale des Jeunes, c'est de proposer des événements comme le Festival JMJ, qui sont fédérateurs, qui cassent ces frontières et qui permettent aux jeunes de vivre un événement peut-être plus extraordinaire. On ne va pas faire ça toutes les semaines. Et à la fois, c'est vraiment un souffle, je pense, pour eux, en tant que jeunes, d'avoir ce repère-là de projets assez fédérateurs qui pourraient revenir régulièrement. Et puis ensuite, voir en se disant, voilà, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui sont du même lieu que moi. Et là, du coup, cette force de se dire, il faut continuer à créer du lien au niveau local parce que c'est ça qui les fait vivre, les jeunes. Et donc, c'est des opportunités pour moi de continuer à créer ce genre de projet. Parce que oui, aujourd'hui, les paroisses sont assez pauvres, pas remplies. Et donc, je pense qu'il faut être un petit peu audacieux et changer notre regard sur les besoins et les attentes des jeunes aujourd'hui et leur proposer des événements comme ça les rejoint, je pense. Est-ce que des jeunes qui ont été au JMJ, certains s'engagent après en paroisse, effectivement? Est-ce qu'ils créent peut-être eux-mêmes quelque chose pour continuer cette dynamique? En même temps, il ne s'agit pas de rester simplement nostalgique de quelque chose de fort qu'on a vécu. Est-ce que ça débouche parfois sur un engagement réel? Oui, je pense qu'on peut se rappeler des forts projets ou en tout cas un désir de se mettre au service. Je pense qu'il n'y a pas forcément que des projets qui naissent. Ça peut arriver au sein de formations de groupes de jeunes pour avoir des temps de partage assez réguliers, des choses comme ça. Mais ça témoigne aussi sur un engagement après de j'ai envie de me mettre au service. J'ai eu l'opportunité, comme Céline par exemple, de partir à 20 ans. Eh bien là, je reviens, j'ai 21 ans, mais en fait, peut-être que j'ai envie de me former pour être animateur, pour me mettre au service des plus jeunes, pour leur donner l'occasion à eux de partir au JMJ après. Donc je pense que ça prend différentes formes. Après, je pense que l'après est encore à travailler. C'est une dimension qu'on néglige, je trouve, sur les éditions précédentes où en fait on met le paquet sur l'événement même et ça demande beaucoup d'investissement pour que aussi ça soit quelque chose qui servent à quelque chose. Donc ça demande beaucoup de préparation. Mais il y a aussi cet après à penser. Et je pense que là, on est déjà en train de le penser. On a vu les fruits au festival JMJ. On est focus sur donc, le pèlerinage au Portugal. Mais il y a déjà une équipe de bénévoles qui est venue me voir en me disant mais comment on pense cet après ? Et je pense que c'est à nous aussi d'inventer cet après pour proposer des vraies clés pour les jeunes et pas se laisser un petit peu être démunis et retomber dans notre quotidien et se dire mais comment je fais pour monter un groupe, comment je fais pour revenir avec des choses concrètes des JMJ. C'est à nous de les aider. Céline Dallemagne, vous avez partagé tout à l'heure, voilà, vous avez dit, vous avez découvert d'une autre façon la prière. La prière a pris un autre goût. Est-ce que, par ailleurs, votre participation au JMJ en 2016 a débouché sur un engagement particulier au niveau de l'Église, de la paroisse ou autre? Oui. Alors, moi, j'étais déjà active avant mon départ, donc j'étais déjà animatrice pour des groupes de confirmants, ce genre de choses. Mais effectivement, après les JMJ, je me suis dit,
j'en veux plus. Donc, j'ai pu m'engager dans d'autres groupes et notamment pour organiser des soirées Night Fever à Liège. Soirées Night Fever qui ont démarré après les JMJ de Cologne. Donc, comme quoi, il y a quand même des choses qui sont organisées après les JMJ, il y a quand même des choses qui naissent des JMJ. Donc, c'est sûr que moi, j'avais la chance de déjà ancrer en paroisse et ancré dans un univers assez pratiquant. Et donc, j'ai très vite pu me diriger vers des autres engagements. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains jeunes qui reviennent des JMJ et qui peuvent peut-être se sentir un peu seuls. Parce que quand on vient de prier avec 3,5 millions de personnes avec le pape, c'est génial, il y a l'effervescence, etc. Et puis on revient, on est 3 dans sa paroisse. C'est vrai que ça peut peut-être être un peu compliqué. Donc moi, je me dis toujours que j'ai eu de la chance de pouvoir m'engager, mais que c'est vrai que pour certains jeunes, ça peut être compliqué de trouver des clés pour s'engager dans leur paroisse. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver. Et c'est vrai que quelque chose que le pape avait dit à ces JMJ m'a marqué, c'est de mettre ses chaussures, se lever de son canapé. Et donc, c'est peut-être aussi quelque chose, on dit que les jeunes, il faut un peu leur tendre la main et les amener quelque part. Et les JMJ, en fait, c'est peut-être aussi un moyen de se dire que les jeunes ont la capacité de prendre les choses en main par eux-mêmes. Et donc, même si c'est bien de se dire qu'il faut penser l'après, il faut un petit peu organiser les choses avec les jeunes, je me dis que les JMJ, ça peut peut-être être aussi une façon pour les jeunes de se rendre compte qu'ils sont capables par eux-mêmes de faire des choses. Et je pense que moi, j'ai eu la chance d'être aidée, mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes, même s'ils ne sont pas aidés, qui ont la capacité quand même de prendre les choses en main de leur côté. Et donc, je pense que les jeunes ont beaucoup de ressources qu'on ne met peut-être pas assez en avant de nos jours. Ben voilà, un message en tout cas positif pour presque terminer cette émission. Naïs Guérin, peut-être pour terminer tout à fait, un jeune qui voudrait s'inscrire au JMJ, qui se pose la question, où est-ce qu'il peut trouver plus d'informations ? Mais déjà, si au niveau local, il est intéressé, pouvoir aller sur le terrain, rencontrer, soit à travers des messes étudiantes, par exemple à Louvain-la-Neuve, s'il y a des jeunes qui sont là-bas. Aussi, se mettre en contact avec l'équipe de la pastorale des jeunes de son diocèse. Et puis, de manière plus simple, il y a aussi le site jmjbelgium.com qu'on a créé spécifiquement pour les JMJ grâce à Céline aussi. Et puis, notre site général qui reprend un petit peu toutes les activités aussi qui sont proposées au niveau local et aussi dans ce genre de projet fédérateur comme le festival sur le site churchforyou.be. Voilà, et les deux sites sont bien apparus à l'écran. Merci beaucoup Céline, Anaïs, de nous avoir parlé de votre expérience des JMJ. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. On espère que voilà, ça donne envie à certains de partir aux Journées mondiales de la jeunesse. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci et à très bientôt.